bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais interviewer Florian qui a ouvert son restaurant tokyoïste au plein cœur de Lille. Et c'est une nouvelle playlist que je vais créer en fait. Ça sera Lille Nikoi en fait, qui veut dire j'aime ma ville et venez à Lille parce que tous les Japonais vont à Paris et donc nous on a besoin aussi d'avoir cette communauté ici. Donc voilà, je vais laisser Florian se présenter en quelques minutes. Je m'appelle Florian, j'ai 26 ans et j'ai ouvert le restaurant Aoyama, donc à Lille. Aoyama, c'est donc le premier restaurant tokyoïte. Le but, c'était vraiment de créer un lieu qui soit un peu plus à l'image de ce qui se fait à Tokyo, en alliant gastronomie, service et ambiance. Tu as fait une campagne Ulule, donc une campagne Ulule c'est de crowdfunding, pardon pour ma prononciation, pour récupérer des fonds pour ouvrir un projet, puisque tu n'es pas restaurateur de base, et donc c'est ça qui est intéressant, et j'ai vu que tu étais très actif avec ta communauté. Exactement, alors j'ai lancé la campagne, donc c'était il y a 1 an maintenant. Elle a duré 46 jours et j'avais fixé un objectif de 8 000 €. À savoir que dans une campagne de crowdfunding, si on n'atteint pas l'objectif, on perd tous les dons. Toute la cagnotte. Exactement. Et donc il y a 223 personnes qui ont participé à la campagne au total. Il y a du monde. Et j'ai réussi à dépasser donc l'objectif et à atteindre les 10 000 €, donc j'étais très content. Après c'est sûr que c'est un travail en amont. C'était 3 mois de préparation. Ah d'accord. Tout préparé. Et après le but c'était vraiment de créer du lien entre le projet, les gens qui participent et la ville de Tokyo. Donc c'est pour ça que j'avais mis en jeu un billet d'avion pour aller à Tokyo. D'accord. Et là il y a Vincent donc, qui part au mois d'octobre découvrir la capitale, il doit la capitale nippone. Super content. Comment on fait pour fédérer des personnes autour d'un projet qui t'est personnel au final? Je pense que ce qui est important c'est de donner des détails, de créer du lien en fait. Et c'est pour ça que pendant ma campagne, j'étais également retourné à Tokyo pour montrer d'où me vient l'inspiration, d'où me sont venues les idées, qu'est-ce qui me plaît tant dans cette ville-là. Et je partageais tout ça donc, via les réseaux sociaux. Et après, j'avais organisé des dégustations de produits. Donc les gens qui avaient participé ont pu venir avant l'ouverture du restaurant découvrir les produits que j'allais proposer, que je propose maintenant. Et j'envoyais souvent des nouvelles en fait, même si c'est vrai que ça a été très long entre la fin de la campagne qui s'est terminée en juin 2017 et l'ouverture du restaurant. Donc c'était important je pense d'envoyer des messages en disant ne perdez pas espoir, ça prend son temps mais c'est ce qu'il faut pour que le projet se concrétise. D'abord, quand tu as été au Japon, c'est de trouver un stage, c'est ça? Alors, la première fois que j'y suis allée, j'étais juste en touriste pendant 2 semaines. Après, j'ai trouvé un stage, mais j'étais en France pour trouver le stage. Donc, je suis retourné à Tokyo pendant 8 mois. Et après, j'y ai trouvé mon premier emploi. D'accord. Au sein d'une grande entreprise. Exactement. Et tu devais aussi parler japonais ou tu te basais que sur l'anglais? C'était majoritairement en anglais, à savoir que tous les employés, c'est assez rare au Japon, mais tous les employés au sein de l'entreprise parlaient anglais. Parlent anglais. Donc c'est vrai que c'était un avantage pour moi. J'ai pas eu la chance de pouvoir obtenir des cours de japonais, donc je me suis limité à mes connaissances propres. Et après, j'ai appris par moi-même, en autodidacte. Ok, en autodidacte. Je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses en place par rapport à la langue japonaise. Ici, on a l'école japonaise et après, on a l'association Japon et Culture à Lille. Mais c'est vrai qu'au-delà, c'est compliqué. À Tokyo, il y a beaucoup d'écoles, mais c'est des écoles où il faut aller toute la journée. Oui, d'accord. Donc, quand on travaille, c'est un peu difficile. Ou alors, il faut faire des échanges. Moi, c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Faire des échanges de langue avec des Japonais. En leur passant 1 heure en parlant japonais et puis 1 heure en parlant anglais. Et je suis vraiment curieuse de savoir à quel moment tu t'es dit « je concrétise mon rêve ». C'était en juillet 2016. C'est pas une très belle histoire, mais c'est pas grave. En
fait, j'ai eu un accident de vélo Mhm. après une soirée karaoké. Après une soirée karaoké avec le travail, donc je rentre, j'ai un accident de vélo et en plein cœur de Shinjuku. Et il faut quand même que je rentre parce que j'ai plus d'argent, j'ai plus de téléphone. Donc je tombe à vélo, je me fracture le genou, mais je continue de pédaler jusque chez moi. Mais sur le coup, je me dis juste j'ai mal parce que je viens de tomber. Et en fait, non. C'était plus grave. Et donc c'était plus grave. Et donc dans la nuit, j'appelle une ambulance. Donc je pars à l'hôpital pour mon genou. Bien sûr, personne ne parle anglais. Donc c'était un peu une sacrée expérience. D'accord. Et j'étais très surpris de voir qu'à l'hôpital, la nuit au Japon, il n'y a personne. Ah, Il n'y avait que moi et une grand-mère. vous pouvez crier. Il n'y avait que moi et une grand-mère, c'était assez particulier. D'accord. Enfin bref, donc je me suis retrouvé alité pendant un mois. Oh. Donc en fauteuil roulant et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, j'ai pris ce temps-là pour réfléchir donc, à ce que je faisais à Tokyo, la situation dans laquelle j'étais, qui en soi était une bonne situation, j'étais vraiment pas à plaindre, puis je vivais dans la ville dans laquelle j'ai toujours voulu vivre. Donc en soi, j'avais tout pour être heureux, mais il me manquait quelque chose. D'accord. Dans mon travail. J'avais pas ce contact avec des clients. Et j'avais aussi envie de créer un lieu qui me soit propre. D'accord. Et de pouvoir accueillir des gens qui ont envie de venir découvrir quelque chose de nouveau. Et aussi de pouvoir casser un peu les clichés qu'on peut entendre sur le Japon. D'accord, ok. Donc il y avait plusieurs envies comme ça qui sont superposées. Voilà, exactement, qui bouillonnaient en moi. Et je me suis dit, je vais commencer à écrire mon business plan. Comme je me retrouvais un mois à travailler, à être chez moi, je me suis dit, je vais en profiter pour faire mon business plan. Et en même temps, j'ai fait un questionnaire. D'accord. Le but, c'était de savoir quelles sont les attentes des consommateurs, je dirais, dans la région. D'accord. En termes de gastronomie japonaise. Voir si mes idées coïncident avec leurs attentes. D'accord. Histoire de ne pas se lancer dans un projet qui... Oui, et puis il faut répondre à des besoins, sinon c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Je suis quand même impressionnée, hein, vraiment, de se dire, bon, on ne faut pas toujours attendre qu'il y ait un accident pour concrétiser ses rêves, non, bien sûr. Mais c'est vraiment impressionnant, en fait, la force de caractère que tu avais dans un moment, je dirais, au creux de la vague, au final, où tu t'es dit, allez, même si j'ai étudié pour certaines choses, j'ai fait certaines choses, maintenant, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie aussi de contribuer aux autres, et du coup, je me lance. Après, c'est vrai que quand j'ai dit ça, par exemple, à ma maman, elle m'a dit, mais Florent, t'as fait 5 ans d'études en communication marketing, pourquoi tu vas ouvrir un restaurant ? Oui. Mais après, je reste conscient que mes études me servent, quoi qu'il arrive. Je veux dire, j'ai pu écrire mon business plan. Quand je suis rentré en France, mon business plan était prêt. Et c'est vrai que lorsqu'on va avoir des organismes et qu'elles demandent, on va vous expliquer comment faire un business plan, et que là, on leur sort un dossier de 50 pages, ils font, ok, on peut pas vous aider en fait, parce que le travail est déjà fait. Oui. Donc disons que tout ce que j'ai pu étudier durant mes études me sert tout de même. Oui, surtout quand on est entrepreneur, il faut être sur différents plans, comme tu dis. Ne serait-ce que pour la comptabilité, la communication, et ça. tout ce qui s'ensuit. Et puis toutes les relations qu'on a, puisque c'est vrai que si tu tiens une cuisine, ben voilà, il y a les fournisseurs, il y a Bien sûr. tas de choses. Donc, J'imagine que si tu t'es inspiré du Japon, c'est aussi pour le sens de leur service. Parce que moi, je trouve que le service par rapport aux clients est vraiment quelque chose que j'admire chez eux. Et toi, qu'est-ce que tu trouves d'important pour aller jusqu'à suivre leurs pas, en fait ? Alors, moi, je pense que ça passe dès le moment où le client entre jusqu'au moment où il repart. Et au Japon, ce qui me marque, ce sont tous les petits détails qui font que l'expérience client est beaucoup plus agréable et les attentions aussi qu'on peut avoir envers le client. Et donc j'ai souhaité reprendre certains de ces éléments. Par exemple, on a les bacs au pied des tables pour justement mettre un sac dedans. Et j'ai beaucoup de clients qui me demandent mais c'est pourquoi ? Et ils mettent leur sac juste à côté. Ah d'accord. Et donc je leur dis mais vous pouvez mettre votre sac dans le bac pour pas qu'il touche par terre, pour ne pas le salir en fait. D'accord. Et là ils me font ah mais c'est une trop bonne idée. Et je trouve ça drôle parce que le bac est juste là mais ça leur vient pas à l'idée de mettre le sac dedans, ils vont le mettre juste à côté. Si on regarde un petit peu à Aoyama le restaurant, on voit que c'est décoré avec beaucoup de goût. C'est épuré, c'est dans le détail, c'est soft comme couleur. C'est vrai que Aoyama c'est bleu et pourtant il y a beaucoup de touches de rose en fait à l'intérieur. Et je me demandais quel est le détail le plus petit caché en fait ici. Est-ce que tu as fait des clins d'œil un petit peu Le plus petit.
Où tu t'es dit, il n'y a que les connaisseurs qui vont remarquer ou... C'est pas petit comme détail, Mm. mais j'ai le livre qui est juste là-haut en haut de l'étagère. Pour être honnête, je ne sais pas comment s'appelle ce livre. Mais alors, c'est un livre à moi. Et en fait, c'est le livre que l'on utilise lorsqu'on va dans les temples. D'accord. Pour le faire tamponner, en fait. D'accord. Et en fait, on va voir donc le personnel du temple et eux font la calligraphie du temple avec la date. D'accord. Donc là, ce sont tous les temples dans lesquels je suis allé au Japon. Ah, c'est intéressant. Qui sont donc représentés. D'accord. Bon, donc c'est un détail, mais je pense que certaines personnes peut-être connaissent. Donc on a une cliente japonaise qui est venue et qui l'a reconnu. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas connaître l'existence de... Voilà, de ce livre Périple tampon. Exactement. D'accord, même moi je n'ai jamais vu ça en fait. En même temps j'étais lycéenne donc on faisait pas trop de temples. Mais l'idée c'est qu'aussi, que si j'y retourne bien sûr je puisse continuer à en mettre dedans en fait. D'accord, ok. Et après avoir une bibliothèque. Exactement. D'ailleurs, c'est une très belle bibliothèque et vous pouvez aussi construire votre projet. Hein, c'est ça aussi le but de venir à Aoyama, c'est d'avoir des conseils pour votre futur voyage. C'est super intéressant. Donc il y a des livres sur la langue, il y a des livres sur le voyage et puis aussi des conseils super précis si vous avez besoin. Donc c'est toujours agréable de pouvoir compter sur quelqu'un, surtout quand on n'a jamais mis les pieds là-bas. C'est sûr. Est-ce que c'est pas un pays si simple que ça à découvrir, je dirais? C'est pas dangereux. Non. C'est vraiment c'est l'avantage. C'est vraiment un avantage. Mais c'est vrai que ça peut être un peu difficile, surtout si on maîtrise pas du tout l'anglais. Parce que déjà, les Japonais parlent peu anglais, encore moins français. Oui. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'obtenir des conseils sur les lieux à découvrir, comment se déplacer, ce genre de détails. Donc, mini-guide Aoyama. Exactement. Alors, c'était vraiment mon but. Je recherchais vraiment un espace en aile. Le but, c'était d'avoir le comptoir et puis une salle. D'accord. C'est vrai que c'est assez difficile à trouver à Lille parce que la majorité des locaux sont en longueur. Mais moi, je recherchais vraiment quelque chose de lumineux, avec beaucoup de fenêtres. Et pour le coup, je suis plutôt bien tombé. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir un espace agréable dans lequel on se sente bien. Parce que lorsqu'on va à Tokyo, je trouve que c'est assez représentatif des restaurants, des cafés, dans lesquels on a la possibilité de passer du temps. On n'est pas à courir. Et on est aussi... Comment dire ça? On a son espace. Chaque table a son espace. On n'est pas mis en relation avec d'autres clients. Et pour moi, c'était important d'avoir cette notion-là. D'accord. Parce que je trouve que ce qui se fait beaucoup en France, ou même à Lille, c'est de partager sa table avec d'autres clients. Ou d'être sur une grande table tous ensemble. Alors c'est bien quand on est un groupe de 10, mais personnellement, moi quand je vais au restaurant, j'aime partager un moment avec la personne avec laquelle je suis, et pas avec d'autres personnes que je ne connais pas. Et l'idée c'était vraiment d'avoir cette approche-là, comme elle se fait au Japon en fait. Enfin, du moins à Tokyo. On va revenir un petit peu sur Aoyama et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de Ichiju Sansai? Parce que est-ce que c'est quelque chose de courant au Japon au final? Oui, c'est très courant et en fait c'est assez simple, c'est un menu composé donc d'un bol de riz, donc ça peut être du riz blanc ou du riz brun, une soupe, puis 3 plats. Donc en général il y a une salade, un plat chaud, un plat principal et un accompagnement. Moi, j'ai découvert ça dans un restaurant qui s'appelle Paria, dans le quartier d'Aoyama, près du métro Omotesando. Et je suis allé dans ce restaurant-là pour la première fois lorsque j'étais en stage à Tokyo. Et quand je suis allé dans ce restaurant, ça m'a plu par la simplicité, en fait. D'accord. Et dans ce restaurant-là, ils changent les menus toutes les semaines. Waouh, sacré challenge. Exactement. Après, ils sont mis en place depuis de nombreuses années, donc je pense que c'est plus simple pour eux. Mais l'idée c'était de repartir sur cette même base-là, mais en changeant donc tous les mois. D'accord, ok. Ok. Mais c'est aussi quelque chose qui se fait par exemple chez Muji. Quand on va manger chez Muji à Tokyo, c'est la même forme de menu, c'est juste présenté différemment dans l'assiette. Mais en soi c'est le même concept. Oui, enfin dans l'assiette, dans les assiettes. Justement chez Muji il n'y a qu'une seule assiette. Et en fait ils mettent différentes portions dans une même assiette.
D'accord, ok. C'est assez atypique, parce que généralement, ils aiment bien Ouais, mettre différents plats, Exactement. et on a le nôtre, et puis après, on pioche un petit peu avec les baguettes. C'est ça. Du coup, tu es un as des baguettes? Du coup, tout se passe bien avec les baguettes. D'accord, ok. Ça va alors. Comment tu t'inspires pour tes desserts, en fait? Alors, Des créations, hein. oui, enfin, oui. J'ai une base de desserts, à savoir qu'actuellement, je ne les ai pas encore tous faits. D'accord. J'ai des desserts japonais et après, j'ai des desserts qui sont un mix, je dirais, entre des gâteaux ou des pâtisseries que l'on connaît en France et des saveurs japonaises. L'idée, c'était d'avoir des produits que des gens connaissent avec des saveurs différentes. Parce que je suis conscient que si je propose que des produits japonais, les gens seront peut-être pas assez aventuriers, je dirais, pour aller découvrir de nouvelles saveurs. Oui. Donc c'est pour ça que avant d'ouvrir le restaurant, j'avais par exemple fait des cookies au matcha. Parce que le cookie, c'est un produit qui est connu, mais avec une saveur un peu différente. Donc quand j'avais fait des dégustations, donc j'allais sur l'île et je distribuais mes cookies en allant vers les gens et en leur expliquant un peu le projet pour aller leur parler directement. Et les gens ne connaissaient pas forcément le matcha, c'était pour eux une première approche. Donc l'idée, c'est d'avoir cette première approche-là et après aller sur des produits qui sont moins connus. Oui, et puis c'est bien, je trouve, de rajouter une touche française en sachant que les Japonais, pour moi, c'est pas ceux qui sont plus réputés pour les desserts. Après, ça dépend, hein, les desserts typiquement japonais, mais c'est vrai que en dessert, je dirais, on va dire un peu européen. Moi, je trouve que tendance à mettre quelquefois trop de crème, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'est bien aussi de mélanger, de se dire, nous, on a la pâtisserie, on a les choses françaises, et justement, on va rechercher des ingrédients comme tu l'as fait. D'ailleurs, le cookie était très bon, hein. Moi, je me suis régalée en dégustation, et donc, c'est une très bonne idée, je trouve, justement, de ne pas s'enfermer que sur quelque chose de japonais pour encore éviter d'être un petit peu catalogué, hein. C'est un petit peu tout ce qui est restaurant un peu de sushi, yakitori, etc. hein. On connaît, mais après on peut plus en sortir, hein. Toi, tu as envie de faire découvrir des Exactement, touches. et c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça un restaurant Tokyo 8. L'idée, c'est de proposer des plats japonais, mais pas uniquement japonais. Parce que c'est vrai que lorsqu'on va à Tokyo, on peut manger aussi de la gastronomie coréenne, chinoise. C'est très varié, et l'idée, c'est justement d'avoir cette opportunité de pouvoir intégrer un plat d'Asie et pas forcément juste japonais. Comment tu vois les choses par la suite? Comment tu vois ton projet? C'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. D'accord, je ne sais pas pour te mettre mal à l'aise. Non, du tout. Je ne sais pas du tout. Évidemment, j'ai des idées. Oui. On m'a déjà parlé, on m'a déjà évoqué l'idée de pouvoir en ouvrir un deuxième. Alors que ça fait juste 3 semaines, donc très clairement, c'est pas pour tout de suite. Mais personnellement, je ne me vois pas ouvrir juste une réplique de ce projet-là, parce que je trouve pas ça très intéressant. L'idée, c'est plutôt d'ouvrir un second établissement qui soit dans la continuité, mais qui ait une offre différente, pour faire découvrir un autre aspect encore. D'accord. Okay. Parce que faire une réplique et ouvrir la même chose 3 rues plus loin, je vois pas l'intérêt. Il y en a beaucoup qui le font, mais... Oui, et puis tu veux peut-être préserver le fait que ce lieu soit unique à ton image, et qu'après on peut faire découler un concept, mais ce sera pas Aoyama, ça sera sûrement un autre nom, peut-être d'un quartier que tu affectionnes, on sait jamais. Ça reste à voir. Ça reste à voir, hein. Tu as encore le temps de réfléchir, effectivement. Est-ce que tu as envie que ton espace, il y a des petites interventions qui se passent? C'est une idée d'avoir des... je sais pas si on peut appeler ça un événement, mais de pouvoir faire des interventions. Ça reste encore vraiment à définir. Pour le moment, c'est un peu la course oui, j'imagine. Au jour le jour pour les préparatifs, préparer toute la nourriture, tout ça, surtout tous les produits, on fait tout au jour le jour. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de mettre ça en place. D'accord. Parce qu'au final, moi je reste disponible. Je peux travailler sur d'autres aspects uniquement le lundi. Donc c'est vrai que ça reste difficile de tout mettre en place. Je pense que ça se fera un peu avec le temps. Pour l'instant, je fais plutôt de l'administratif. le temps que ça se mettre en place. Exactement. Et après, j'aurai justement l'opportunité de penser à d'autres événements. D'accord. Peut-être une fois par mois, ça pourrait être sympa, c'est ça, effectivement.
d'organiser quelque chose, voilà, ça faire pourrait découvrir être, la culture. Je sais que quand j'étais à l'école japonaise, par exemple, c'était quoi, au printemps, je crois. On venait en yukata, par exemple. Donc ça peut aussi être assez impressionnant, par exemple, d'accueillir les personnes ou peut-être faire une initiation de japonais, par exemple, aussi, pour faire découvrir et ton lieu et la langue, par exemple. Et ce genre de choses, ça serait envisageable. Oui, bien sûr. Toi. Ouais. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée. D'accord. Bon, je proposerai peut-être ma candidature quand je reviendrai d'Asie, hein, on ne sait jamais. Avec grand plaisir. D'accord. En tout cas, je te remercie bien. J'ai fini pour l'interview et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo, un autre lieu à mettre en valeur. Mais n'hésitez pas à venir à Oyama. Je mettrai tous les liens dans le descriptif. Et puis, venez faire un coucou à Florian. Vous serez super bien reçus. Voilà. Matane, bye bye, sayonara. Vidéo Mite kureta arigato ne. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce et partagez. Suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Matane.